présente, Philippe Marcel Captronic. Donc, je suis accompagné d'Alain Sagnard du CETIM et de Frédéric Bellotti de l'ENE. Donc, chacun se représenteront un peu tout à l'heure. L'objectif, c'est de vous présenter un petit peu l'industrie du futur et les accompagnements régionaux. Voilà. Juste pour vous rappeler un petit peu le cadre de l'industrie du futur au sens de, au niveau national, qui est le cadre de l'AIF. C'est d'accompagner les entreprises vers une entreprise connectée, optimisée et créative. Et là, tout de suite, je vais te laisser la main. Voilà. Merci. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Frédéric, je travaille pour une structure qui s'appelle ENE et notre métier c'est de concevoir des outils, des méthodologies qui sont financées par les pouvoirs publics pour accompagner les entreprises dans l'amélioration de leurs performances via l'intégration du numérique. Donc aujourd'hui à l'ENE, nous portons 2 dispositifs pour accompagner les entreprises vers l'industrie du futur, qui sont des dispositifs qui sont soit financés à hauteur de 50%, soit financés en totalité. Donc je vais vous montrer les différents champs d'intervention sur lesquels on peut vous accompagner. Et ensuite, si vous avez un intérêt, écoutez, moi je ne pourrais pas rester. Donc Alain et Philippe répondront à vos questions. J'ai mis des petites fiches de présentation de l'industrie du futur, vous pouvez les prendre. Donc la région et l'État vous accompagnent aujourd'hui sur 2 dispositifs pour vous accompagner à l'industrie 4.0. Le premier dispositif, c'est l'industrie 4.0, industrie du futur. Ça vient de l'État et l'État nous a demandé d'accompagner en Auvergne-Rhône-Alpes 1600 entreprises sur l'industrie 4.0. Concrètement, comment ça se passe? Soit effectivement, on va vous financer une expertise d'un consultant qui va venir chez vous faire un travail de diagnostic, d'audit, on verra tout à l'heure sur lesquels lots on peut vous accompagner, soit effectivement le financement de POC. Vous souhaitez tester in situ une nouvelle techno, un nouvel usage, on a la possibilité de vous accompagner. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que finalement c'est très très simple. Vous avez 3 ponts d'entrée sur l'industrie du futur. Vous avez l'agence Auvergne-Rhône-Alpes sur l'ensemble des problématiques industrielles. Vous avez l'ENE sur l'ensemble des problématiques numériques. Et vu que l'homme au cœur de l'industrie du futur est quelque chose qu'on ne peut pas occulter, l'ARACT vous accompagnera sur vos problématiques industrie du futur. Vous avez une problématique, en fait, il suffit d'aller sur le site de l'ENE ou sur le site de l'agence ou de l'ARACT. Vous téléchargez une fiche d'intention. Cette fiche d'intention, vous allez mettre les lots sur lesquels vous souhaitez être recontacté et la personne responsable du lot prendra contact avec vous, vient vous voir et voit comment on peut vous accompagner. Et on va vous financer 50% de l'accompagnement. Donc, quels sont les lots sur lesquels on peut vous accompagner? Donc, effectivement, on s'est rapproché ici de ce qu'a pu faire l'AIF en termes d'industrie du futur. Il y a 4 blocs. Il y a un bloc autour de la conception et de l'usine innovante, avec des problématiques autour de la simulation, du jumeau numérique, de la réalité virtuelle, c'est un autre lot. Tout un lot, effectivement, autour de piloter, avec des accompagnements autour de comment choisir mon ERP, comment intégrer mon ERP. J'ai une problématique de MES, comment choisir mon MES. Et en fait, tous les consultants qui vont intervenir sont sélectionnés par un appel à référencement et sont tous neutres par rapport à l'offre de solution. Ça serait compliqué pour moi de vous mettre un consultant qui soit à la fois consultant et éditeur ou consultant et intégrateur, puisque ça biaiserait tout le travail de diagnostic. Donc, en fait, à l'ENE, on va couvrir l'ensemble de la chaîne numérique. L'agence, comme je disais, va être plutôt autour de la production, autour de l'éco-conception, autour du reverse engineering, autour du lean management. Quoi d'autre? Voilà, toutes les problématiques autour de la production, et l'agence, toutes les problématiques autour de l'homme. Donc, on est effectivement sur de la modernisation de sites, sur de l'aménagement de sites, sur de l'optimisation de flux. Donc, quelle que soit effectivement la problématique industrie du futur que vous pouvez avoir, on est en capacité de vous fournir un accompagnement qui est un accompagnement neutre et de vous financer cet accompagnement à hauteur de 50%, dans une limite de 16 000 euros. Donc, vous avez un accompagnement qui vaut 32 000 euros. On vous finance 16 000 euros. Vous avez un accompagnement qui vaut 40 000 euros, on vous finance 16 000 euros. Vous avez un accompagnement qui vaut 8 000 euros, on vous financera 4 000 euros. Donc ça peut être intéressant, c'est des fonds qui sont assez mobilisables assez facilement auprès de la région. Et pour vous, en tant qu'entreprise, vous n'avez pas de démarche administrative à faire. C'est nous, porteurs, qui allons faire ce travail administratif pour que vous puissiez vous concentrer sur votre projet et sur votre activité. Donc ça, c'est le premier dispositif qu'on finance à 50%. Dans l'industrie du futur, on a un deuxième dispositif à l'ENE qui s'appelle usine numérique régionale. Donc les thématiques sont connexes ou annexes, ça va dépendre des thématiques.
Et on va vous accompagner ici sur 3 lots. Donc ça, c'est la chaîne de valeur couverte par UNR et les différents lots qu'on couvre dans Industrie du futur. Le premier lot qu'on va couvrir, c'est l'évaluation des logiciels métiers. Aujourd'hui, vous souhaitez tester un logiciel de CFAO, de FAO, de simulation avant d'investir dans le logiciel. Je vais vous donner un exemple. Il y a un logiciel qui s'appelle Abacus, la licence 80 000 euros. Je suis une PME, je me dis, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse dans Abacus? Est-ce que mes équipes vont adhérer? Est-ce que ça va me donner une valeur ajoutée? Nous, on a la possibilité de vous mettre en test Abacus pendant 6 mois et on va former 2 à 3 salariés de votre entreprise sur l'utilisation du logiciel. Donc on a, je crois, à peu près 60 logiciels en Logitech. Donc soit effectivement, alors on a des partenariats où on a un jeton par 6 mois. C'est-à-dire que, oui effectivement, le test c'est 6 mois in situ. Donc si quelqu'un utilise le logiciel pendant ces 6 mois, il faudra attendre 6 mois qu'on ait le logiciel. On a des logiciels qu'on peut vous mettre à disposition tout de suite. Donc soit effectivement on a le logiciel en Logitech et ça peut se faire très rapidement, soit effectivement on n'a pas le logiciel en Logitech et nous on va rentrer en contact avec l'éditeur et on va négocier pour qu'il rentre dans la Logitech. Aujourd'hui, 90% des entreprises qui testent un logiciel via ce système-là investissent dans le logiciel. Donc les éditeurs sont aussi assez conscients que ça les aide et ça sécurise les projets pour eux. Donc là-dessus, c'est un dispositif qui est totalement gratuit et on va vous financer la formation de 2 à 3 salariés sur l'utilisation du logiciel. Deuxième bloc qu'on propose dans la partie UNR, c'est le financement d'un POC. Vous souhaitez aujourd'hui tester chez vous de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la fabrication additive. On va vous financer in situ un POC avec généralement des écoles d'ingénieurs, avec le CETIM énormément, on fait des tests. Et on va vous financer 10 000 euros de financement de ce POC-là. C'est pareil, le POC coûte 20 000 euros, on vous financera 10 000. Le POC coûte 5 000 euros, on vous financera 5 000. Ça vous permet de tester et d'éprouver une techno et un usage pour voir effectivement s'il y a un retour sur investissement qui est intéressant pour vous. Dernier bloc qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a la possibilité de faire un audit de sécurité du système d'information chez vous. Donc on a un expert, nous, à l'ENE, qui vient et qui va venir faire mal à votre système d'information. Aujourd'hui, le record pour entrer, c'est 12 minutes dans un système d'information, en passant par le photocopieur. On fait un test, on balaye toutes les possibilités d'entrer dans votre système d'information. Et à l'issue, on vous remet une grille d'analyse et une grille de préconisation. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est 100% gratuit et ça vous permet effectivement de voir là où sont les failles de votre système d'information. Donc, vous avez bien compris, 2 dispositifs qui cohabitent. Le dispositif Industrie du futur, où on va financer 50% d'un expert qui va venir chez vous, et le dispositif UNR avec ces 3 blocs. Alors, vu que je dois partir, je vais prendre les questions peut-être tout de suite, s'il y en a. Ça sera pour Alain. Merci à vous. Il est parti très vite. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Alain Sagnard, je travaille au CETIM, Centre technique des industries mécaniques. Donc nous accompagnons les entreprises, je dirais techniquement, pour améliorer leur performance sur toutes les technologies liées à l'industrie mécanique. Et là je vous propose pour cette nouvelle partie de l'intervention de parler IoT, un peu plus technique. Alors IoT, Internet of Things, ça veut dire objet connecté, donc en français. Et je vais vous parler d'IoT industriel. Alors on le sait aujourd'hui, les IoT créent beaucoup plus de valeur. Pourquoi ? Bien parce que, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le périmètre de service rendu par un objet est plus important quand il est connecté, parce qu'on peut beaucoup plus facilement y implémenter des fonctions de service au-delà des fonctions d'usage. Et ces nouveaux services vont permettre de créer de nouvelles relations avec les clients sur des sujets qui peuvent devenir parfois beaucoup plus importants et stratégiques que l'usage initial de l'objet lui-même. Et pour bénéficier pleinement de ces nouvelles possibilités offertes par le numérique et les IoT, il est nécessaire de se faire accompagner pour s'assurer des bons choix. En premier lieu, pour bien identifier les nouvelles opportunités de création de valeur pour l'entreprise, donc ça c'est le pourquoi, et puis après le comment, les technos, les outils, les méthodes et ainsi de suite. Alors comment ça marche ?
c'était celle-ci. Voilà. Le pourquoi des IoT, donc le champ des possibles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un IoT industriel? En premier lieu, on va l'utiliser dans les usines en phase de production. Sur les outils, les machines, lignes et îlots de production, on imagine bien pour améliorer les rendements, les rendre beaucoup plus réactifs, agiles, aussi pour informer les opérateurs avec des données beaucoup plus temps réel, beaucoup plus précises. Ça intéresse également le suivi des produits que vous fabriquez quand ils circulent dans les ateliers, où là on peut plus facilement les aiguiller, les suivre en temps réel, faire de la qualité en temps réel également. Et je dirais plus généralement la logistique de vos ateliers qui vont être vus comme des systèmes intelligents qu'on va piloter en temps réel grâce justement aux informations en temps réel qui remontent des IoT. Alors bien sûr, ça intéresse tout particulièrement les IoT, les produits que vous concevez pour quand ils seront en service, pour, on l'a vu, implémenter des nouvelles fonctions de service. Et aussi, ça permet systématiquement, on le sait maintenant, un maintien en conditions opérationnelles optimisées, c'est-à-dire de la fiabilité. Voilà. Et puis, les IoT, on s'aperçoit qu'ils sont aussi vertueux sur le process même de développement produit en termes de délai, le time to market. Parce qu'ils permettent de manière beaucoup plus massive l'utilisation d'outils de simulation informatique qu'on peut connecter à l'objet, même en phase prototype, grâce notamment aux jumeaux numériques. Décidément, voilà. Alors, problématique, c'est-à-dire en fait les spécificités d'un IoT industriel. En fait, il n'y a pas de différence de fond entre un IoT grand public et un IoT industriel. À chaque fois, vous allez avoir un ensemble de capteurs, connectivité sans fil, un cloud de stockage et puis des couches logicielles d'application service. Non, mais ce qui va changer, bien sûr, ce sont les conditions d'utilisation qui vont être beaucoup plus exigeantes parce qu'il va falloir répondre aux standards de performance de l'industrie en termes de fiabilité, robustesse, pérennité, and so. Les environnements peuvent être sévères, il y a des contraintes réglementaires, environnementales, et puis surtout, la cybersécurité, mon collègue de l'ENA en a parlé avec ces tests-là, c'est un impératif absolu dans l'industrie. Donc, ces contraintes vont imposer des règles de conception, elles aussi très exigeantes, qu'on va pouvoir mettre en application en quatre étapes clés. Alors, ne jamais sous-estimer la première, qui est donc d'imaginer le nouveau service et sa valeur pour l'entreprise. C'est l'étape du pourquoi, là aussi. Il ne faut pas hésiter à mener une véritable réflexion stratégique, élargie au sein de votre entreprise. Laissez libre cours à votre imagination parce que les possibilités sont vraiment multiples et inattendues. Et c'est sans doute à ce stade que l'appel au conseil extérieur est le plus profitable. Après, on va passer au comment avec le développement physique. Donc, toujours partir de la donnée pour imaginer l'objet connecté qui va ensuite donc, la véhiculer. Et là, on applique des démarches basées sur la stratégie de la mesure. Après, on passe au développement numérique, où on va créer l'entrepôt des données et son intelligence. Alors, c'est à ce stade que on passe du big data, donc la donnée brute, au smart data. C'est-à-dire la donnée nettoyée, pré-traitée, qui ne contient que des informations utiles, pertinentes, et disponibles, prêtes à être transmises quand on en a besoin. Et puis après, là aussi, c'est important. La dernière phase, c'est le développement métier. Et c'est là qu'on va créer le service et la valeur client attendue par là, les développements logiciels et les interfaçages numériques adéquats. Comment concrètement ça peut se traduire dans une entreprise, notamment dans une PME? Voilà là un petit exemple avec la société JPB System. À l'origine, c'est une PME de mécanique
qui en fait réalise notamment des dispositifs de serrage et qui souhaite élargir son offre produits-services pour ses clients aéronautiques qu'elle connaît bien. Et elle a l'idée de proposer en fait des dispositifs de serrage vissés qui se contrôlent automatiquement sans contact. Alors ça existe déjà, mais de manière beaucoup plus simple et standardisée. C'est ça sa valeur ajoutée. Alors comment ? En connectant non pas l'écrou, parce que c'est un peu compliqué, mais la rondelle, qui va devenir l'objet connecté de mesure de l'état de serrage via des jauges de contraintes intégrées, et qui va ensuite transmettre l'information à un système portable à distance. Donc nous, CETIM, nous avons accompagné, d'ailleurs Captronic aussi, cette entreprise tout au long de la démarche, jusqu'à la réalisation d'un prototype diamètre M12, qui a été présenté en avant-première au Salon du Bourget l'année dernière, en 2019. Donc on imagine bien l'intérêt pour le client final, l'aéronautique, d'avoir quelque chose de vraiment standardisé, simple, et qui fait faire un bond énorme à la fiabilité, parce que en une seule opération, on contrôle 100% des serrages, on va dire, stratégiques et sensibles d'un équipement. Et puis pour la PME, elle va remonter à un niveau beaucoup plus stratégique dans l'échelle des fournisseurs de l'aéronautique, grâce à cette fonction, cette nouvelle fonction service complètement différenciante qui était permise par un IoT. Voilà. Je passe la main à mon collègue sur la suite et puis on pourra répondre à vos questions après. Merci Alain. Alors moi je suis de Captronic. Captronic, nous on aide les entreprises, on est une association loi 1901, on aide les entreprises à mettre des systèmes embarqués dans leurs produits, leurs process depuis 28 ans. On accompagne à peu près 400 projets par an sur le territoire national et on visite 4000 entreprises par an sur le territoire national. Donc on a parlé, Alain a remis le cadre, nous on va parler juste un petit peu de technique mais je n'aurai pas de solution. Je vais vous poser des questions. Les questions elles sont sans réponse tout simplement parce qu'à chaque projet, à chaque entreprise, il y a une nécessité de faire une analyse et d'avoir la bonne réponse. Il n'y a pas de solution sur étagère, ça c'est déjà le premier point. On parle d'échange physique, de la connectivité. La connectivité, elle existe depuis longtemps. Vous avez du M2M, machine to machine, qui existe depuis longtemps. Voilà. On a eu ensuite ce qu'on appelle des objets sources de données. C'est la RFID. Ça existe depuis très longtemps. La techno RFID elle existe depuis 1985. Alors, quel est l'apport de l'IoT ? Quelles sont les contraintes d'utilisation ? Et ça, c'est un petit peu ce qu'a présenté Alain tout à l'heure. Mais c'est pareil, c'est les premières questions qu'il va falloir se poser pour vous. Et ça, ça s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise. On ne fait pas de l'IoT pour faire de l'IoT. Encore une fois, ce n'est pas ça qui va vous donner des marchés. On parle de l'IoT industriel. On a la même chose, nous, dans l'IoT classique. On voit beaucoup de startups qui ont créé de l'IoT pour créer de la data. Créer de la data, ça n'a aucune valeur. Ensuite, il y a pas mal de questions. C'est quelles sont les contraintes d'utilisation dans un site, dans un process, intersite, interconnexion. Il y a une grosse partie aussi dans l'industrie qui n'existe pas dans la partie IoT classique, c'est ce qu'on appelle les synchronisations. Synchronisation de data. Quand vous avez des data qui sont des data industrielles de process, qui en est propriétaire, qui la modifie à quel moment. Mais vous avez ça, c'est la synchronisation dite data. Et ensuite, vous avez la synchronisation qu'on appelle temporelle. Deux data qui sont utilisées par deux chaînes, par deux entités, il faut qu'elles soient synchronisées au niveau temporel. L'IoT a pour inconvénient de ne pas avoir de synchronisation temporelle par rapport au process. Donc vous voyez déjà la grosse difficulté. Ensuite, quid de la robustesse des transmissions ? Si vous utilisez l'IoT pour faire du process, c'est compliqué parce qu'il va falloir rendre le système robuste. Si c'est juste pour instrumenter au départ, ce n'est pas trop un souci, mais si ça implique le process, la robustesse du lien de transmission est forte. Donc ça, c'est des questions à se poser. Ensuite, je vais faire un petit focus sur la notion d'information et de données, parce que ça, on voit un peu beaucoup de choses. Une information, je vous rappelle la définition de Larousse, c'est quelque chose qui va être utilisé pour tout jugement, porter à la connaissance d'un public plus ou moins large, sous forme d'image, de texte, de discours ou de son. Et en fait, d'une information va déduire une action. Une donnée, c'est un élément brut qui n'est pas traité. C'est-à-dire qu'on va récupérer une donnée, elle n'a pas été traitée et pas été mise en contexte. Et une information, c'est quoi ? C'est en fait, elle sera construite à partir de données constituées au niveau du contexte.
Donc une information pertinente et valorisée permet d'avoir une action ciblée. Donc on parlait de valeur tout à l'heure au sens de la valeur. Donc il va falloir décrire la valeur. Et cette valeur-là va nous déduire des informations à avoir. Et de ces informations, on va en déduire les données à trouver. Mais on ne part surtout pas à l'inverse. Moi, des gens qui me génèrent de la donnée en espérant faire une information, ça ne marche pas. Donc on part du haut, du besoin, de la valeur, l'information, et on en déduit les datas. Alors la notion de contexte elle est hyper importante. Je vais vous donner un exemple. Là, vous avez un lion. Eh ben, suivant le contexte, si vous êtes devant votre téléviseur assis sur un fauteuil, votre réaction face à l'information lion est totalement différente que si vous êtes dans la rue et que vous avez un lion qui se trouve devant vous. Donc vous voyez bien que le contexte va induire des informations et cette information va induire des actions différentes. Et ben, c'est exactement la même chose dans un process. Si vous prenez une information de température, si vous ignorez totalement dans quel contexte ça a été pris, ça ne sert strictement à rien. On vous parle de big data, on vous parle d'analyse d'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas les contextes, vous avez des données, mais elles ne sont pas dans un contexte, donc vous ne pourrez rien en faire. L'intelligence artificielle ne va pas du tout vous aider. Donc les questions qu'il faut se poser, qui apparaissent, c'est quelle est la validité sur les données? Est-ce que mes données sont valables? Est-ce qu'elles sont objectivées? Alors la notion d'objectivation des données, c'est quelles mesures je prends pour quelle action, pour quelle information. Et ça c'est important, notamment dans le médical, mais c'est aussi très important dans les process industriels. Important qui est le propriétaire de la donnée. Imaginez que vous soyez un fabricant de moteurs pour machines industrielles. Vous générez une donnée. Le fabricant de la machine génère une donnée qui est en fait sur un process client. À qui appartient la donnée? Et là, ça devient très compliqué. Donc, juridiquement, c'est très compliqué. Donc c'est des questions qu'il va falloir se poser. De la même manière, alors j'ouvre une petite parenthèse, on voit pas mal de gens qui utilisent des données statistiques ou des enquêtes sur Internet pour créer notamment de l'intelligence artificielle ou des systèmes connectés. Je vous rappelle que même si c'est sur Internet, vous devez demander l'autorisation de celui qui a produit les données, même si vous les transformez. Ça, peu de gens le savent, mais vous ne pouvez pas utiliser des données sur Internet comme ça. Même si c'est des données dites publiques, il faut l'autorisation écrite de celui qui a créé la donnée. Donc c'est pas si simple comme ça que d'utiliser des données sur Internet. Sont-elles exploitables? Ça, c'est voilà. Où sont stockées les données? Alors on a parlé tout à l'heure de big data. Alors nous, on a une petite différence. On a ce qu'on appelle le local data, qui est sur la machine. On a le smart data, qui est en fait, nous, qui est enrichi, mais qui a une antériorité historique. C'est-à-dire que pour nous, c'est ce qui est au-dessus du local, c'est-à-dire c'est plutôt un atelier, etc. Et après, on a le big. Voilà. Est-ce que les données peuvent conduire à des erreurs? Oui, totalement. Si votre contexte n'est pas bon, vous pouvez avoir une erreur complète. Je vous donne un exemple. Vous avez une étuve pour refroidir, un système pour refroidir dans l'agroalimentaire, ce qu'on appelle des tunnels froids. Si vous mettez un capteur dans votre système pour faire de la maintenance prédictive ou préventive, s'il y a une erreur de température, vous allez dire « Ah ben c'est pas normal, mon système déconne ». Sauf que ça suppose que ce qui a été en entrant, c'est-à-dire la matière qui a été rentrée dans le tunnel, était à la bonne température, ce qui ne se passe jamais dans un process agroalimentaire. On est contraint par le temps, donc au lieu de rentrer des pains à 20 degrés, vous rentrez des pains à 40 ou 50 degrés. Donc votre capteur, forcément, il va monter. Vous allez déduire une erreur qui n'est pas une erreur machine, mais qui est liée à la production. Donc vous voyez que le contexte peut induire des erreurs. Comment se protéger vis-à-vis de l'extérieur et de l'intérieur? Ce qu'on appelle après, il y a deux choses. Il y a sur la notion de cybersécurité data. Et il y a un autre point de cybersécurité qui est aussi important que celui de la donnée, c'est celui du temps. Un process industriel, il est séquencé par le temps. On commence à voir des gens qui viennent modifier légèrement le temps de votre machine. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre process va être de moins en moins rentable. Il n'a pas attaqué du tout la donnée, il a attaqué le temps. Et donc le temps est aussi, voire plus important sur un process industriel que la donnée. Donc c'est plein de questions, il n'y a pas de réponse. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu, on a besoin des besoins valorisés, on en déduit des informations attendues, d'où on va en déduire des données contextualisées à obtenir, et on va en déduire le type de capteur, les types de transmission à utiliser.
Donc n'essayez pas de faire un POC pour faire un POC en prenant quelque chose sur étagère et voir si ça. Vous prenez une donnée et vous allez la transmettre, ça marche toujours. Hein, si vous ne prenez pas la démarche telle qu'elle a été décrite par là et qui est ici, vous n'avez rien démontré du tout. Voilà. Et puis pour vous montrer en gros un petit peu toutes les questions qui se retrouvent ici, c'est-à-dire qu'on est parti dans ce sens-là, et une fois après on veut construire, on repart dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va partir du choix du capteur, on va remonter, on va revalider l'information, etc. Petite conclusion, c'est très séduisant, mais des impacts importants. Hein. Les choix sont fondamentaux. Pas de solution toute faite. Des formations à venir, ça va falloir former beaucoup de monde. Il va y avoir beaucoup de transformation des entreprises. La transformation va être très très importante. Une analyse globale indispensable sur l'entreprise et sur son process et sur sa stratégie. Et des accompagnants fortement conseillés. Hein, voilà. Donc nous, en tant que CETIM et en tant que Captronic, on fait partie des gens qui accompagnent sur l'industrie du futur. On est neutre, on est juste là pour s'assurer que votre besoin cadre à la démarche qui a été ici. Alors nous, on accompagne plutôt électronique et système embarqué. CETIM est plutôt mécanique, donc on est complètement complémentaires. Aujourd'hui, un IoT, vous l'avez compris, c'est la symbiose des deux. Hein, donc, c'est pour ça qu'on doit travailler ensemble. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Bonjour. Moi, j'ai une question. Là, vous parlez de l'IoT, j'entends l'objet connecté, mais il y a quand même aussi tout ce qui reçoit finalement l'information, ce qui va le traiter, l'intégrer au système de gestion, etc. Vous accompagnez aussi sur cette demi-interface-là, on va dire? Là, il y a deux réponses à votre question. La première réponse, c'est à quel niveau on intervient dans la chaîne de production, j'allais dire, vos machines de production. Et après, on va regarder toutes les interfaces par rapport à ce qui existe. Si par exemple l'interface par rapport à un IoT ou d'un système connecté impacte sur le RP, on va travailler dessus. Mais le travail est considérable. C'est pour ça qu'on est extrêmement prudent aujourd'hui. On a des méthodologies qu'on est en train de mettre en place. Mais aujourd'hui, on est au début de l'IoT, on va parler de POC. Voilà. Juste pour vous montrer ce que c'est. Moi, ma crainte, et je pense qu'Alain la partage, c'est de dire, vous faites un POC IoT, c'est bon, on va passer l'usine en IoT ou en connecté. C'est notre crainte parce qu'on sait que ça va être la catastrophe. Vous avez bien vu que pour mettre en place un ERP, c'est 18 mois, dans les meilleurs des cas, hein, avec une mobilisation pas mal de gens en interne. Donc vous imaginez que le jour où on met qui impacte l'ERP, la CRM, plus le MES, etc., ça va être colossal. C'était effectivement ma question aussi par rapport au financement. C'est-à-dire que, ok, on travaille l'objet connecté, allez, admettons, ça demande déjà de l'argent et du temps, etc. Mais dès qu'on commence à taper l'autre demi-interface, ça va très vite en euros, j'ai envie de dire. Oui, alors en complément de la réponse de Philippe, déjà ça dépend si on regarde l'IoT, vous vous rappelez, dans mon deuxième slide, il y avait où est-ce qu'on peut mettre l'IoT. Si on le met dans l'usine pour interfacer et donner de l'information à partir des biens d'équipement, effectivement le projet peut être très complexe parce qu'on va rentrer dans tout ce qui existe déjà au niveau de l'entreprise. Si on réfléchit à un produit qu'on va concevoir et qui va intégrer un IoT, c'est un petit peu différent parce qu'on peut avoir peut-être des sujets beaucoup plus circonscrits. D'accord ? Mais il y aura toujours, comme je l'ai montré aussi, donc toute la chaîne entre le capteur et jusqu'aux couches logicielles. Alors après, en ce qui concerne les dispositifs qu'a présenté Frédéric là, ce sont des dispositifs d'accompagnement conseil. Ce ne sont pas des dispositifs qui vont financer donc l'investissement, la réalisation de votre projet. C'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, quelque part. D'accord ? Alors, c'est assez large parce que ce sont ce qu'on appelle des prestations aidées qui doivent répondre à un besoin d'entreprise et donc elles sont très personnalisées. Donc on n'est pas comme dans certaines actions collectives, si vous les connaissez, où là on est obligé d'avoir un certain nombre de journées de conseil, le même pour tout le monde. Donc là, c'est une prestation individualisée. Ça peut aller jusqu'à 16 K € de subvention. Donc ça veut dire 32 K €. Voilà. Mais si vous avez un projet à 100 K €, eh ben, vous pouvez quand même avoir 16 K €. Bon, alors ça fait plus que 16%, mais c'est quand même intéressant. Donc, si vous avez un projet bien identifié jusqu'au bout, allez-y.
le dispositif va pouvoir vous aider là où c'est possible, mais il ne va pas vous brider, il ne va pas vous, si vous voulez, l'aide dans cette disposition-là a été faite pour ne pas conformer les projets par rapport à l'aide, comme très souvent on le voit. Donc elle est là pour aider, quel que soit votre projet. Et si le champ dépasse, ça aide pas, mais au moins ça aide une partie. Voilà. Alors en termes de financement, après on est capable de mobiliser d'autres financements. Ça c'est un financement, j'allais dire, initial. Et après, on va mobiliser d'autres financements qui sont régionaux ou autres. Donc, en fonction de ce qui va derrière, on fera les financements. Le but est quand même de vous montrer l'impact. On fait pas parce que nous, on accompagne l'IoT en start-up depuis des années. Le résultat n'est pas à la hauteur, très clairement. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris le temps. Nous, on a pris le temps, mais bon, il faut quand même évangéliser pas mal de monde. Et là, l'impact, il est quand même beaucoup plus important sur un process établi que sur une start-up qui démarre. Bon, une start-up qui démarre, ça ne marche pas, la start-up, elle s'arrête. Mais un process, on met la panique dans un process industriel, l'impact est quand même très différent. D'autres questions ? Si, bonjour, merci pour votre présentation. Donc ma question c'était, vous dites, vous avez une approche avec une méthodologie, mais en fait souvent les gens ont déjà un système d'information ou veulent utiliser des systèmes, par exemple dans l'IoT, il y a tous les géants du web qui proposent tout ce qui est back-end et puis le réseau même de collecte, et puis y compris maintenant se lance aussi dans les OS et tout ça. Donc en fait finalement il y a quand même une offre sur étagère. Est-ce que vous faites un accompagnement justement au choix technologique là-dessus ? Ce qui manque sur les offres sur étagère comme ça, c'est le métier. La plupart des gens, vous prenez du Google, n'importe quoi, il n'y a pas le métier derrière. Et donc s'il n'y a personne qui vous accompagne sur le métier ou sur la technique, parce que choisir des systèmes RF, il n'y a pas grand monde qui sait faire un système RF ou choisir un système RF. On va vous vendre des systèmes RF, mais ça ne marche pas. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous prenez, on accompagne pas mal d'entreprises qui mettent des systèmes RF dans des boîtes plastiques, dans des pupitres plastiques, en disant, voilà, j'ai fait une machine connectée. Ils prennent leur smartphone, le smartphone communique, la machine ne communique pas. Tout simplement parce qu'ils l'ont mis dans un boîtier plastique. Et ils ne savent pas que le plastique impacte la RF. Donc on est obligé de les accompagner pour refaire la RF en fonction du plastique. Mais ça c'est un détail, mais vous imaginez bien que ce qu'on trouve sur étagère, c'est joli, c'est comme les progiciels. Ça reste des progiciels, ça reste générique, mais après il faut l'adapter. Nous on a insisté entre l'IoT grand public et l'IoT industriel, c'est le même concept, mais ce n'est pas du tout donc, les mêmes conditions. En plus, il y a des conditions économiques, il faut faire les bons choix, il faut se limiter quelquefois. Et effectivement, tu as tout à fait raison, Philippe, sur les quatre, rappelez-vous, les 4 étapes que je vous ai présentées. La dernière, c'est là où on crée la valeur par le métier. Et ça, plus on est personnalisé, innovant, et plus on va se différencier. Et c'est là qu'il faut avoir les bons sachants. Je vais vous donner un exemple qui existe depuis longtemps. La RFID, elle existe techniquement depuis les années 86. Nous, on la pousse, ça a été poussé depuis les années 2000-2005. Moi, je suis expert RFID depuis 98. J'interviens toujours en entreprise. C'est pas parce qu'on prend une étiquette RFID que ça va marcher. Ça. Et encore, on est sur un petit objet. Donc vous imaginez bien que sur le reste, c'est pareil.